Et dans la nuit du 31 octobre 1954, tout va basculer. Peur troublée en Algérie, où en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. Au cœur du massif de l'Aurès, Harris recevait les premiers renforts après être resté isolé un jour entier. À Kenchla, une garde vigilante protégeait la cité et les troupes engageaient l'action. 30 attentats simultanés sont perpétrés. Les violences les plus importantes se situent à l'est de l'Algérie, dans le département de Constantine et dans les Aurès, le foyer de la rébellion. J'avais réalisé ce jour-là que nous venions de déclarer la guerre à la France. J'étais bien à la France avec un grand F. Nous, on a déclaré la guerre à la France, c'était terrible. Au début, ces attentats, je vous dis, j'étais assez isolé finalement. Donc on les prenait pas tellement, ils n'étaient pas tellement une menace. Et on pensait que ça allait se terminer grâce à l'armée, grâce à la présence française, que la France allait pouvoir se faire respecter chez elle. Et au soir de ce 1er novembre, les attentats sont revendiqués en direct du Caire par ce mystérieux front, le Front de Libération Nationale. Et cette organisation inconnue ne propose rien de moins au gouvernement français que d'ouvrir des négociations. À Paris, c'est les mois. Des départements français ont été attaqués. Le ministre de l'Intérieur, François Mitterrand, réagit fermement. L'Algérie, c'est la France. Et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autre autorité que la sienne. Mes oncles sont rentrés dans la guerre, je dirais, de toute façon, de manière tout à fait naturelle, parce que le peuple algérien était complètement acquis à l'idée de devoir se battre. En tout cas, dans ma famille, voilà, tous les jeunes qui étaient en bonne santé et qui pouvaient aider cette cause et s'engager dans l'armée de libération nationale l'ont fait. On me racontait comment, lorsque ces soldats de l'ALN descendaient dans le village, comment tout le village surveillait leur petit moment de répit où ils pouvaient manger, se réapprovisionner et repartir. Tout le peuple participait à ça. Le 20 août 1955, dans la région du Constantinois, le FLN attaque la ville de Philippeville, aujourd'hui Skikda, et massacre les passants. Le chef du FLN, le colonel Zigout Youssef, a un objectif. Refaire l'insurrection du 1er novembre 1954, en plus grand et plus meurtrier encore. Il y a eu une extrême violence qui a été exercée contre ce peuple. Faut pas oublier les épisodes du napalm. On leur avait donné un ultimatum et il semblerait que quelques villageois n'aient pas voulu quitter leur village, leur terre. Et l'armée française a bombardé ces villages-là et les a rasés complètement. On prenait des gens qu'on suspectait d'être avec le FLN, on les pendait par les pieds, la tête en l'air, on les faisait souffrir, on les torturait, et leurs cris inondaient les maisons du village. Donc c'était une guerre atroce. Et c'est la fameuse pacification. On déploie les grands moyens. Des dizaines de milliers d'hommes contre quelques milliers de maquisards. Interrogatoires, arrestations, bombardements, incendie des douars rebelles. Dans les années qui suivent, ce sont 1,5 million de jeunes appelés, venus de métropole, qui vont débarquer pour un service militaire porté à 30 mois. Tandis que le FLN, lui, va recruter, se structurer et éliminer ses rivaux pour mener son combat dans les villes. L'ALN, la branche armée du Front de Libération Nationale algérienne, a encore étendu son influence. Ces maquisards ont le même âge que les appelés français. Et ils ressemblent de plus en plus à des soldats. En 1956, leur nombre passe de 4 000 à 40 000. À partir de 1956, c'était l'apogée au maître.
les actions militaires se déroulaient un peu partout. On avait l'initiative. On contrôlait les maquis totalement nuit et jour. Pris entre deux feux, les musulmans d'Algérie n'ont pas d'autre choix que de rallier un camp ou l'autre. Pour contrer l'influence grandissante du FLN, l'armée française va promouvoir dans les campagnes des groupes d'autodéfense qui préfigurent les harkis. Comme elle ne peut pas être partout à la fois, elle donne des armes aux habitants jugés loyaux. La voie est ouverte vers une militarisation généralisée du pays. Les plus aguerris de ces harkis sont parfois d'anciens maquisards du FLN, ralliés à la France. Ils rejoignent les commandos d'élite et apprennent avec eux les techniques héritées de l'Indochine. J'ai servi dans l'armée française pendant la guerre en Algérie. J'avais 17 ans. Je le répéterai toute ma vie, l'engagement des harkis, c'est les FLN. Parce que la majorité des gens qui ont pris des armes, c'est des gens à qui on a tué des membres de leur famille. Je prends l'exemple moi. Il y a énormément de gens que je connais. Ils viennent, ils ont tué le mari, ils ont obligé la femme à leur faire à manger. Après, je ne vous le dis pas ce qu'ils ont fait d'elle, de cette pauvre femme. Une sale guerre, dans les campagnes où le FLN attaque et s'en prend aux Européens et aux musulmans pro-français. La révolution, elle ne se faisait pas avec des bouquets de roses. 1957, une année pivot, où dans les deux camps, les durs vont l'emporter. L'armée française, d'une part, qui va imposer ses vues à un pouvoir politique en perdition. Et côté algérien, la montée en puissance du FLN, qui se structure, s'impose face à ses rivaux et va inaugurer une nouvelle stratégie, un nouveau front, porter la terreur dans les villes, et d'abord à Alger. Ce sera la bataille d'Alger. Au mois de décembre, il y a eu 96 attentats. C'était le mois où il y a eu le plus d'attentats. En 1958, lorsque le général de Gaulle revient au pouvoir, après 4 années de guerre et des milliers de morts dans les deux camps, il est accueilli comme un sauveur, surtout par les Français d'Algérie. Je vous ai compris. Mais l'immense espoir qui se lève ce jour-là va être douché 18 mois plus tard. Alors que militairement, la guerre semble gagner côté français, le général opère un revirement spectaculaire. Compte tenu de toutes les données algériennes, nationales, internationales du problème, je considère comme nécessaire que ce recours à l'autodétermination soit proclamé aujourd'hui. Je vois très bien mon grand-père éteindre la radio et dire « on est foutu ». Avec cette annonce d'un référendum, De Gaulle ouvre la porte, fin 1959, à une forme d'indépendance. Pour le peuple algérien, De Gaulle, c'est la personne qui finalement lui a rendu sa dignité. Nous, au FLN, notre but, c'était l'indépendance. Si vous acceptez l'indépendance, toutes les solutions sont acceptables. Pour le peuple de Pieds-Noirs, c'était une abomination. De Gaulle était un traître, De Gaulle c'était Pétain qui livrait la France à l'ennemi. Voilà, c'était très enflammé. C'est dans cette atmosphère de terreur en France et en Algérie que les négociations reprennent à Évian, le 7 mars 62. Ce sont les négociations de la dernière chance. Les délégations algériennes et françaises vont s'enfermer pour discuter pendant 11 jours et presque autant de nuits. Pendant toutes ces négociations, qu'elles soient secrètes ou publiques, on ne s'est jamais touché la main. Avec les délégués français, oui. Jamais. Parce que nous étions en guerre. Mais les négociateurs butent sur 3 points. La garantie d'un avenir pour les Européens d'Algérie, le sort des harkis et toujours le régime du Sahara.
L'indépendance de l'Algérie est fixée pour le mois de juillet suivant. Les deux parties conviennent d'un cessez-le-feu pour le 19 mars à midi. C'est la fin, officiellement, de 132 années de colonisation française et de plus de 7 années de guerre. De son côté, l'OAS ne renonce pas. Les partisans de l'Algérie française contestent le cessez-le-feu et répliquent par une déclaration de guerre à la France et à son armée. Français, Françaises, un cessez-le-feu qui livre à l'ennemi des terres françaises. Il s'agit là d'un crime contre l'histoire de notre nation. Je donne l'ordre à nos combattants de harceler toutes les positions ennemies dans les grandes villes d'Algérie. Le 22 mars, l'OAS déclare Bab el-Oued interdit aux troupes françaises et met ses menaces à exécution en interceptant un camion transportant des appelés du contingent. 7 soldats sont tués, 11 blessés. Qu'est-ce que vous cherchiez? Nous, on voulait rester en Algérie. On voulait rester en Algérie. L'Algérie, c'était la France. On est né là-bas. 3 générations, mon père est mort là-bas. Et on voulait rester sur la terre. Et on croyait qu'elle appartenait à la France. Et voilà, on reste là. Vous aviez déjà tué quelqu'un avant? Non, jamais. Comment ça a été la première fois? Non, normalement. Le 5 juillet 1962, l'Algérie devient indépendante. 132 ans, jour pour jour après le débarquement de Sidi Ferruch et sa conquête par la France. Mais là où vraiment, on a senti qu'on était indépendant lorsque l'armée de libération est descendue dans les villes, on les a accueillis. Il y avait un slogan qui disait « On a gagné, comme les matchs de football. C'était des moments de joie, c'était des moments d'espoir, c'était des moments de « on va être citoyens enfin ». On ne sera pas les indigènes, on ne sera pas les sales races. On sera des citoyens à part entière et donc tout le monde était dans la rue. Ma mère faisait des you-you, c'était l'euphorie de l'indépendance, c'était la fin de beaucoup de frustration, de misère. Ma grand-mère, elle n'en croyait pas ses oreilles, elle se disait « mais peut-être que c'est pas vrai, c'est trop beau pour être vrai ». Parce que avec le bonheur de la libération, il y a aussi la prise de conscience de la perte des êtres chers et de qu'est-ce qui va se passer après, comment je vais retrouver une vie normale, parce qu'elle craignait que ce soit presque temporaire, que tout à coup il y a encore une autre guerre à faire